Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 5 erreurs que j'ai pu commettre au début de mon diabète ou encore maintenant. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram pour du contenu un peu plus court et exclusif. D'ailleurs, sur Instagram, je poste parfois en story des boîtes à questions quand j'ai des rendez-vous avec des laboratoires, et là j'en ai un au mois de septembre avec le laboratoire Abbott. Si jamais vous avez des questions ou des remarques que vous souhaitez faire remonter, j'ai eu pas mal d'informations sur d'autres réseaux, je les cumule et je les soumets aussi au laboratoire du coup quand j'ai mon entretien habituel. Alors généralement, quand on vient d'être diagnostiqué, c'est vrai que déjà c'est un choc et on est assailli, bombardé d'informations. Et franchement, ça peut vite nous submerger et nous prendre un peu la tête. Par exemple, quand on m'a annoncé diagnostiquer mon diabète de type 1, j'étais en préadolescence. Donc au début, j'étais encadrée par mes parents, bien sûr, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations pour une famille qui ne connaît rien au diabète, qui n'en a même pas entendu parler de manière très développée, si je puis dire, qui ne connaît rien au diabète de type 1. En général, on a toujours une grand-mère, une tante qui a un peu de diabète, c'est ce qu'on entend dans la famille, mais on n'en sait pas plus. Donc au début, ça allait. Par contre, là où j'ai commencé à faire quelques petites erreurs, c'est plutôt à l'adolescence, quand le corps change, les hormones interviennent, le rythme de vie change, mais particulièrement dans ma vie de jeune adulte, quand j'étais lâchée dans la nature, en fait en totale indépendance, moi-même à la gestion de mes glycémies, de mes repas, de mon activité, mais aussi de mes doses d'insuline. C'est là où j'ai commis le plus d'erreurs, je pense, et j'en commets toujours d'ailleurs. Donc je me suis dit que ça peut être pas mal de partager pour vous éviter de les commettre ou même juste vous soutenir. Sachez que vous n'êtes pas seul. En fait, on est tous dans la même galère quand on vit avec un diabète. Moi, je pense que la plus grosse galère, et dites-moi si je me trompe, c'est le dosage de l'insuline. Alors, bien sûr, on nous dit qu'il faut absolument être dans telle et telle valeur, que l'hyperglycémie c'est dangereux pour les organes, particulièrement sur le long terme. Donc on a un peu cette cible, on veut absolument faire bien et on fonctionne de manière très schématique et mathématique. Telle dose d'insuline pour tel résultat de glycémie, telle activité pour tel repas par exemple. Et en général, enfin à titre personnel, j'avais toujours tendance à être un peu trop haute. Et donc quand j'ai été livrée à moi-même, j'ai commencé à modifier mes doses d'insuline en les augmentant un petit peu pour essayer justement de me caler absolument dans ces valeurs et par crainte de l'hyperglycémie fréquente justement. Mais c'est là qu'intervient tout le problème, c'est qu'en faisant ça, on s'expose du coup à des hypoglycémies. Alors le mieux c'est d'aller à tâtons, bien sûr, au début c'est tout à fait normal, on explore, on teste, et ce qui est bon à savoir, c'est qu'un schéma d'insuline pour telle activité, tel repas et tel moment de vie ne peut pas forcément fonctionner à un autre moment de vie. Je m'explique, dans le sens où vous avez l'habitude de faire tant et tant de rapide pour tel et tel repas avec telle et telle activité. Quand vous êtes par exemple adolescent, en devenant jeune adulte ou même adulte, ces doses d'insuline peuvent varier. L'insuline, ça se module et justement on peut augmenter d'une ou deux unités ou baisser. Bien sûr, l'idéal c'est toujours de prendre rendez-vous au moins avec votre médecin traitant tous les 3 mois pour pouvoir en parler, réévaluer et de voir avec votre spécialiste une fois par an si c'est équilibré, sinon tous les 6 mois pour vraiment évaluer et mettre en place un programme avec de l'insuline et des doses adaptées. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que ça demande de l'expérience et ce qui est tout à fait normal. Et j'apprends encore maintenant. Le corps change, il y a des hormones qui vont, qui viennent, les activités aussi. Donc un schéma d'un instant T ne peut pas être valable tout au cours de la vie. C'est normal qu'il y ait des modifications à apporter. Mon conseil, c'est surtout de prendre le temps de noter les repas, les résultats, l'activité qui va avec et d'utiliser du coup soit les carnets ou les applications
moi je fonctionne un peu à l'ancienne, j'aime beaucoup écrire et les carnets. Par contre l'inconvénient c'est que si vous le faites rapidement entre midi et 2 par exemple et que vous oubliez de noter votre dose d'insuline, le repas, la glycémie ou quoi que ce soit, il faut faire jouer votre mémoire le soir. Et c'est là qu'il peut y avoir parfois des erreurs avec la fatigue et le rythme de travail ou scolaire ou autre, le rythme de vie on va dire. Par contre les applications, l'avantage c'est que si vous vous dites « Ah là j'ai oublié de le noter » et quand c'est encore frais dans votre mémoire, vous pouvez de suite rectifier et le mettre dans l'application. Maintenant il y a même des applications qui sont reliées à certains lecteurs de glycémie, on peut transférer les données ou directement avec les capteurs, donc ça c'est pas mal. En fait c'est surtout important pour voir les tendances et pour nous aider à améliorer du coup cette gestion et alléger un petit peu cette charge mentale. Ensuite, la seconde erreur, c'est de penser que tous les glucides se valent. Je m'explique. Au début, pour 20 g de glucides, c'est 20 g de glucides. Or, pas du tout. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'assimilation des glucides justement. En vrai, ça ne réagit pas de la même manière dans l'organisme. Si vous prenez un soda, ça va faire monter votre glycémie de façon importante et très rapide. C'est du sucre ultra transformé, sucre rapide donc, qui est sous forme liquide, donc assimilé par l'organisme rapidement. Alors qu'un plat de pâtes complètes, justement, qui sont des sucres plus complexes à être assimilés par l'organisme, va faire monter la glycémie, mais plus progressivement. Mon astuce, c'est donc de penser à l'index glycémique lorsqu'on fait ses courses, lorsqu'on prépare ses repas. Et si tu souhaites manger des sucres rapides, ça n'est pas interdit, attention. Il faut seulement faire attention et jouer de malice. Accompagnez-les alors de protéines et ou même de fibres, ce qui ralentira l'absorption et évitera les montagnes russes. Troisième erreur et pas des moindres, c'est limiter l'impact du sport. Alors là, je l'ai appris bien sûr à mes dépens, comme à chaque expérience de vie, j'ai envie de vous dire. La première fois que je suis allée faire une grosse séance de sport, et j'entends à la salle de sport, parce que j'ai toujours pratiqué de l'activité physique, de la danse, du patinage, ce genre de choses, je me suis donc retrouvée en hypoglycémie sévère et ça avait commencé pendant mon activité et ça s'est même prolongé après. Savoir que le sport fait baisser la glycémie, vous pouvez avoir une hypoglycémie pendant et même bien après l'effort. Mais parfois, si tu es très stressé, ça peut aussi la faire augmenter. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de toujours vérifier avant, d'utiliser les tendances. Alors maintenant, avec les capteurs, c'est vachement bien parce qu'on a des flèches de tendance avec tendance à augmenter, tendance à légèrement augmenter, on peut penser que ça va se stabiliser. Quand c'est stable, ça a tendance à baisser, ça peut se stabiliser ou droit vers l'hypoglycémie. L'idéal c'est de vérifier avant, un petit coup d'œil pendant pour être sûr que tout va bien, mais surtout après. Et bien sûr, quand je vais à la salle, donc les dimanches matins, je vous ai d'ailleurs fait des contenus courts sur TikTok et Instagram, où vous retrouvez mon programme de sport du dimanche matin notamment, mais vous retrouvez aussi le petit déjeuner que je prends. Et ça, je l'ai fait aussi à tâtons. J'ai fait des expériences, j'ai pris plusieurs types de petits déjeuners, plusieurs doses d'insuline. Mon exercice est toujours à peu près le même, le dimanche c'est le même jour, en général je fais les cuisses et les fesses, avec un peu de cardio. Et donc j'ai adapté mon petit déjeuner, mais ça m'a pris quand même des semaines, voire des mois à le caler parfaitement pour éviter les hypos et même les hypers. Maintenant, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est dans votre sac de sport. Personnellement, j'ai toujours une barre aux céréales complète. Justement, si je commence à être un peu basse et que je souhaite finir ma séance, si je suis déjà en hypoglycémie, puisque je vais en voiture, donc il faut quand même que je puisse stabiliser ma glycémie un petit temps et que je puisse faire mon trajet en toute sécurité. Et j'ai aussi des sticks de sucre que je mets dans ma bouteille d'eau pour avoir une boisson un peu sucrée, pour finir un exercice ou me resucrer rapidement. Du coup, la quatrième erreur, c'est déjà maintenant un peu plus actuelle, c'est de croire que mon capteur est infaillible. La technologie a ses limites. En fait, de penser que son capteur ne se trompe jamais, c'est être bien naïf. Alors certes, c'est une très bonne aide, ce sont des choses qui sont quand même fiables. Par contre, il y a certains moments où ça bug et ça déconne un peu. J'ai eu encore l'exemple il n'y a pas si longtemps avec le message d'erreur sur le capteur, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Mais dans ma vidéo que je mets ici où je comparais les deux capteurs entre eux,
j'avais fait des glycémies capillaires et je me rendais bien compte que parfois il y avait des écarts. Le capteur peut vous montrer à 0,80, n'oublions pas que c'est une glycémie de liquide interstitiel, alors que votre glucose sanguin est à 0,50 par exemple. Donc l'idéal c'est de toujours avoir un lecteur sur soi dans la mesure du possible, j'entends, mais au moins au travail et à la maison, pour pouvoir vérifier. Et surtout n'oubliez pas, c'est que le diabète c'est aussi une affaire d'instinct. Si vous ressentez des symptômes d'hypoglycémie mais que votre capteur vous affiche à 0,80, vérifiez si vous n'êtes pas réellement en hypoglycémie. C'est tout à fait possible. Par exemple, à la pharmacie, nous recevons du matériel des laboratoires et comme toutes les pharmacies, les laboratoires offrent des lecteurs de glycémie. Si vous êtes concerné et que votre lieu de travail bénéficie de ces avantages-là, demandez à votre titulaire si vous pouvez prendre un lecteur de secours que vous avez à l'officine constamment pour pouvoir vérifier sur votre lieu de travail si jamais vous ressentez des symptômes. Et enfin, cinquième et dernière erreur qui pour moi est la pire mais qui nous concerne tous, c'est de vouloir être parfait. J'ai juste l'impression que chaque glycémie, chaque dose d'insuline, c'est des bêtises, c'est des erreurs, c'est des échecs. Il ne faut pas se mettre la pression, c'est facile à dire. C'est vrai qu'on a des objectifs avec des chiffres, des statistiques qui sont dans l'idéal. On veut toujours cette belle courbe dans les valeurs vertes, le plus stable possible. Mais en fait, la vie n'est pas parfaite, déjà de manière générale. Quand on vit avec un diabète de type 1, encore moins. En fait, c'est simple, on fait de notre mieux. Et il y aura toujours des jours avec, des jours sans, il y a des variations, de la fatigue, des émotions, des hormones et des facteurs extérieurs qu'on ne maîtrise pas toujours. On peut être malade, on peut être très fatigué, être sur notre semaine de règles, il y a plein de facteurs. Ce que j'ai appris du coup, c'est que la perfection n'existe pas avec le diabète. Ce qui compte, c'est d'avancer, d'apprendre de ses erreurs. Quand on a des glycémies de fou furieux, comme celle-ci par exemple, on essaye d'identifier pourquoi ça s'est passé comme ça. Est-ce qu'il y a un facteur sur lequel je peux agir pour essayer de limiter, essayer d'améliorer, mais il ne faut pas non plus s'accabler et il ne faut pas se juger trop durement, si je peux dire ça comme ça. Il faut essayer d'être tolérant et d'être un peu plus souple avec soi-même. Voilà, ça c'était les 5 erreurs principales. Bien sûr, j'en ai commis beaucoup d'autres et je suis sûre que vous en avez certaines auxquelles je n'ai pas pensé. N'hésitez pas d'ailleurs à les mettre en commentaire. Ça peut sûrement aider d'autres personnes. N'oublions pas qu'ici c'est un espace d'échange, de bienveillance. Je veux surtout qu'on puisse échanger et débattre. C'est comme ça qu'on peut s'entraider. C'est vraiment en partageant avec bienveillance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager, c'est très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. J'y réponds une fois par semaine en moyenne en fonction de mon emploi du temps bien sûr. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!